Et bonjour Marie-Hélène Toraval. Bonjour. Bienvenue dans le 6-9 sur LCI. Vous êtes maire de Romans-sur-Isère. Votre visage est devenu célèbre suite à l'affaire de Crépol, le meurtre de Thomas, la descente d'un groupuscule d'extrême droite dans un quartier de votre ville, le quartier de la Monnaie. Nous allons y revenir juste d'un mot parce que la colère des agriculteurs est en train de gagner du terrain et dans votre département également. Alors, Romans-sur-Isère, ce n'est pas un village, c'est une ville, mais c'est une zone dite rurale. Est-ce que vous avez des signaux que vous percevez, vous, ces derniers temps ? Bien sûr, donc nous sommes une ville, mais nous avons des agriculteurs dans notre ville. Moi, je suis entièrement solidaire avec ce qu'ils dénoncent, et je le suis d'autant plus que je suis fille d'agriculteur, donc je sais ce que ce métier impose, je sais ce que ça impose aussi aux conjoints, je sais aussi ce que ça impose aux enfants. Vous l'avez vécu donc directement ? Bien sûr, donc je veux dire les problématiques qui sont celles d'aujourd'hui prédominaient déjà il y a plusieurs dizaines d'années. La question du revenu est un véritable problème, et puis le problème aussi de la surréglementation et de faire plus blanc que blanc est vraiment quelque chose qui vient contrarier les capacités à accéder au marché. Ça n'est plus acceptable. Vous joignez votre voix, celle des agriculteurs qui demandent des annonces rapides, effectives, concrètes, et qui disent ce matin dans cette émission, ils sont gentils à Paris, mais il faut qu'ils viennent voir ce qui se passe sur le terrain. Bien évidemment, et d'ailleurs, dans les revendications qui sont celles des agriculteurs, elles viennent rejoindre aussi les nôtres en tant que maire, c'est-à-dire qu'on constate cette déconnexion qu'il y a entre Paris et la réalité du terrain que nous vivons quotidiennement. Alors, est-ce que vous allez porter votre connaissance locale et votre franc-parler à Paris ? Votre nom, depuis plusieurs jours, fait partie de ceux qui sont affichés régulièrement comme potentielle entrée au gouvernement. Je n'ai pas l'habitude de commenter les rumeurs et je ne vais pas commencer maintenant. Non, mais vous êtes connu pour votre franc-parler. Est-ce que vous en avez envie ? Est-ce que vous avez envie de justement porter votre connaissance, votre côté cash au gouvernement ? Côté cash, je veux dire... certes, un côté cash, mais c'est une parole vraie, c'est une parole aussi qui vient traduire ce que les gens pensent tout bas. C'est aussi d'avoir le courage de préciser au gouvernement que lorsque des actions ou des non-actions aussi sont menées sur notre territoire, eh bien, quelles en sont les conséquences ? Je prends un exemple, notamment dans les annonces qui ont été faites lors de la conférence de presse du président de la République, notamment sur PlaceNet. Le ministre de l'Intérieur est revenu hier et pour dire qu'il démontait des points de deal. Oui, plus d'1 milliard, a-t-il dit. Très bien. Sauf que, je veux dire, il faut pilonner. À partir du moment où vous intervenez sur un point de deal, il serait vraiment naïf de croire qu'il ne va pas se réinstaller dans des délais extrêmement courts. En tout cas, vous avez une formation politique solide puisque vous venez de ne pas répondre à ma question. Alors, est-ce que oui ou non, votre téléphone a sonné ? Est-ce que vous avez envie d'en faire partie de cette équipe ? Je vais vous répondre, mon téléphone n'a pas sonné. Faire partie d'une équipe, pour moi, ça n'est pas une question. Enfin, je veux dire, elle n'amène pas de réponse. Moi, je suis une travailleuse, ça c'est la première des choses. J'aime savoir pour quel objectif j'interviens aussi, pour quel objectif je m'investis. C'est-à-dire qu'il faut avoir aussi le courage des prétentions que l'on a. Et moi, j'aimerais avoir un gouvernement aussi qui se fixe des objectifs et qu'on ne soit pas dans l'action, dans la mesurette, quoi. Dernière question politique, puisque vous êtes courtisé, je l'ai dit, j'ai lu que vous auriez été sollicité par le Rassemblement national pour apparaître sur une liste pour les européennes, c'est vrai ? Absolument pas, non. Donc tout est faux. Ça c'est faux, j'ai été sollicité par les LR et j'ai décliné la proposition qui m'était faite. Les questions de sécurité, c'est là-dessus qu'on vous a entendu rapidement après ce qui s'est passé dans votre quartier. Vous avez vu les chiffres du ministère de l'Intérieur au tout début de l'année qui ne sont pas bons. Lorsque vous voyez les chiffres, la communication du ministre de l'Intérieur et votre réalité sur le terrain, comment est-ce que vous jugez la synthèse de tout cela ? Bien justement, ce qui me fait peur, c'est une synthèse. C'est-à-dire que de vouloir mettre tout le monde dans le même panier, c'est la première des erreurs. Je pense qu'il faut avoir une segmentation précise sur la nature des délinquants et sur l'origine de la délinquance. Aujourd'hui, et je l'ai dit et je le réitère, c'est-à-dire que nous avons des situations de délinquance qui sont extrêmement profondes puisqu'elles sont déjà issues de la famille. On a des délinquants qui sont issus de parents délinquants, ça c'est un premier point. Des délinquants aussi sur lesquels il y a une imperméabilité totale quant à la capacité de prendre les codes et de s'insérer aussi dans la société. Je n'ai même pas dit réinsérer, vous l'aurez noté. Ça veut dire aussi qu'à un moment donné, il y a un problème de rééducation pour lequel les parents
n'interviennent pas et ne peuvent pas intervenir parce qu'eux-mêmes ne disposent pas d'école. Et toutes les méthodes de prévention qui sont de l'accompagnement social, eh bien, sont des méthodes qui ne correspondent absolument pas à la réalité des personnes que l'on a sur nos territoires. Vous faisiez allusion à la conférence de presse du président de la République. Lorsqu'il parle de réarmement civique de notre pays, d'un SNU, d'un service obligatoire pour les élèves de seconde, d'une mise en place d'une tenue unique, qui est d'ailleurs testée dans un certain nombre d'établissements, est-ce que ça va dans le bon sens ? C'est des petites mesures, enfin je veux dire... Alors ce serait quoi une bonne mesure, Madame Toraval ? C'est pas des mesures de fond. Je pense que certaines... Je ne dis pas tous, hein, il y a plusieurs niveaux de délinquance, il y en a pour lesquels ça peut fonctionner. On a des noyaux durs sur lesquels l'ensemble de ces mesures n'auront absolument aucun effet. Déjà, une partie d'eux sont déscolarisés pour certains. Enfin, ça veut dire à un moment donné, si on n'a pas des centres dans lesquels il y a des méthodes qui soient particulières et qui correspondent au niveau de délinquance et au niveau de décivilisation qui est le leur, ça ne fonctionnera pas. Mais vous faites allusion à quoi ? Alors, souvent les gens disent c'est vraiment dommage qu'il n'y ait plus le service militaire. Ouais. Bien sûr, le service militaire avait des objectifs qui étaient de nous préparer par rapport à une guerre. Pour le coup, je pense que ces méthodes, dites entre guillemets militaires, pourraient correspondre aussi à des centres d'éducation fermés. Nous en disposons, mais avec une approche extrêmement sociale. Vous savez que les militaires en veulent pas. Hein. Mais je sais bien, j'ai dit des méthodes qui s'en approchent. J'ai pas dit qu'il fallait que les militaires s'en saisissent. Donc, et il y a vraiment des structures à créer qui soient adaptées à ce niveau de délinquance si on veut venir à bout. Je pense qu'on n'aura jamais 100% de réussite, mais il faut au moins l'essayer. Tout ça sont des propositions qui s'affichent au niveau national. Hein. C'est pas du local, Madame Toraval. Bah, écoutez, ça peut s'afficher au niveau national. Nous, c'est ce qu'on vit tous les jours. Hein. Ouais. Donc, à un moment donné, est-ce qu'il faut le dire un petit peu plus haut, un petit peu plus fort, avec des mots que tout le monde comprend ? Ben, c'est ce que j'ai fait. Et finalement, ça a eu son écho. Je peux vous l'assurer que, quelque part, finalement, les analyses qui émanaient du terrain eh bien, n'étaient pas forcément des analyses partagées. Vous avez également fait part des menaces qui vous ont touché, comme d'autres élus, hein, malheureusement de plus en plus nombreux à être menacés, pris à partie, parfois agressés ou violentés. Vous en êtes où ? Est-ce que vous vous sentez toujours menacé ? Est-ce qu'il y a toujours des menaces qui pèsent sur vous dans votre ville ? Alors j'en ai eu 4. Donc 2, les auteurs ont été interpellés. Il en reste 2 autres. Je dois dire que la police nationale, la police judiciaire a fait un travail exceptionnel et la réponse de la justice a été là aussi. Donc je pense qu'il y a une considération par rapport à la violence qui est manifestée auprès des élus et il y a une réponse. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'aujourd'hui, ces phénomènes de violence sont de plus en plus importants et le degré de violence augmente aussi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on prend l'exemple de Vincent Jeanbrun, je veux dire quand on s'attaque à votre domicile, quand on s'attaque, quand on sectionne les freins de votre voiture, enfin je veux dire là c'est vraiment c'est encore un cran au-dessus. Est-ce que vous avez peur parfois ? Absolument pas. Et jamais vous ne vous dites que vous arrêterez, vous reculerez ? Ah non. Non, ça ne m'a absolument pas traversé l'esprit. Pour vous dire, la première intimidation que j'ai reçue, je n'avais pas l'intention d'en faire état. Et finalement, elle s'est suivie d'une menace de mort. Si je suis allée porter plainte, c'est parce que je n'ai pas voulu mettre et ma famille et l'ensemble de mes collaborateurs et les agents de la collectivité ou les gens que je peux rencontrer dans les manifestations publiques auxquelles je me rends. Parce que je me disais que si j'étais visée, il pourrait y avoir des dommages collatéraux. Donc c'est eux que j'ai voulu protéger d'abord, mais moi je n'ai pas peur. Je le disais au début de notre échange, votre visage est devenu célèbre suite à un drame. Et on a entendu parler de le quartier de la Monnaie dans votre ville. On en est où dans ce quartier aujourd'hui ? Alors le calme est à peu près revenu. Après, le quotidien est toujours là. Le trafic de drogue est toujours là, comme il est dans de nombreuses villes. Aujourd'hui, les villes moyennes sont aussi impactées que le sont les grandes villes. Sauf que nous sommes des villes moyennes qui sont autant impactées que les grandes villes, mais avec des moyens de villes moyennes. Merci beaucoup Marie-Hélène Toraval d'avoir été avec nous ce matin en direct